pour moi, la priorité, c'est qu'il dorme bien, parce que je pense que c'est vraiment le truc numéro un. Après une nutrition correcte. Et le reste, pour moi, c'est du détail. Et vraiment du détail. Et dans ces détails-là, j'aime bien que le gars, il croit en ce qu'il fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, ça, du moins qu'ils pensent que ça leur fait du bien, tant que c'est pas stupide et que ça peut pas leur nuire, que ce soit du chaud, du fou, peu importe. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Guérin, préparateur physique au Racing Club Narbonnais. Salut Romain, comment tu vas? Salut, Sean, ça va bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Romain Guérin, j'ai 32 ans maintenant. Et je suis préparateur physique depuis, ça fait plus de 10 saisons. Et actuellement, je suis au Racing Club Narbonnais en poule nationale. Là, donc, ça correspond à la troisième division du rugby français. Et puis voilà, ça fait ma 10e saison en rugby pro. Et puis j'ai la chance de me régaler au quotidien, donc c'est plutôt cool. Comment tu as commencé dans la prépa physique? Tu étais joueur avant ou comment tu es arrivé dans la prépa? Ouais, j'ai joué au rugby, mais très mal. Longtemps, mais très mal, vraiment, en tant qu'amateur. Par contre, j'ai commencé à m'entraîner. Je suis rentré dans une salle de musculation. C'était l'été de ma quatrième, donc tu as 14 ou 15 ans. Et j'ai plus jamais décroché. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. Ouais, ça fait Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût. Et depuis, j'ai adoré ce processus d'entraînement, de recherche, et j'ai voulu en faire mon métier. Et voilà, comment c'est arrivé. Quelles ont été tes plus grandes influences au cours de ta carrière de prépa? Waouh! Il y en a eu plein. J'en ai vraiment beaucoup. Je te citerai les dernières. Mhm. Comme tout le monde, j'étais pas mal influencé par le travail des anglo-saxons. Euh, Christian Thibaudeau, Louis Simmons. Euh, j'ai beaucoup lu tout ce qui était rapport à T-Nation. Mhm. Beaucoup Elite FTS, toute cette culture un peu nord-américaine là. Après, j'ai pas mal bouquiné les bases françaises aussi, avec Gilles Cometti. J'ai aussi pas mal lu, euh, j'ai perdu son prénom, qui était à Montpellier. Ah merde, un mec qui a écrit un bouquin sur la force athlétique. C'est un des pontes français. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça s'appelle la force athlétique. Bah, Marc Vouillot. Et tout le monde Ok. va me détester parce que c'est vraiment, voilà. Mais voilà, ouais, cette influence-là, après, des mecs du métier, quoi. Fred Marcerou, Benjamin Delmoral. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Stéphane enfin, de partir en stage avec Stéphane Dutoit, là, qui est au Stade français maintenant. Mhm. Donc, voilà, c'est des rencontres qui m'ont un peu, voilà, Est-ce influencé, on va dire. Est-ce qu'il y a certains sujets, depuis que tu as commencé dans la prépa rugby, certains sujets à propos desquels tu as changé d'avis en cours de route pour une raison ou une autre? Tu as peut-être vu quelque chose qui ne jouait pas en pratique, ou alors tu as changé d'avis parce que tu as mis à jour tes connaissances et du coup il fallait changer un petit peu le modèle de comment tu voyais et t'envisageais les choses? C'est difficile à te répondre comme question parce que je suis tout le temps en train de changer. Hmm. C'est les Euh, plus grandes choses que tu as changées alors au cours de ta carrière. Les plus grandes différences entre Romain prépa aujourd'hui et Romain prépa il y a peut-être 5 ans, 7 ans, 9 ans. j'ai simplifié. Je pense que ouais, la grosse différence, je suis revenu à des choses peut-être plus simples, à vraiment au basique en fait. Euh, Plutôt que des fois, quand on est jeune, on part un peu dans tous les sens avec les derniers trucs à la mode et tout ça. Et tout ça, j'ai essayé de vraiment simplifier, revenir au basique, à ce qui marche. Maintenant, avec les 10 saisons, je commence à avoir un peu de retour sur ce qui produit des résultats. Puis au début, j'avais pas assez pour faire des bilans chiffrés. Et puis maintenant, alors avec mes peu de moyens statistiques, mais voilà, en regardant, je sais ce qui va fonctionner. Donc, ouais, plus de simplicité. Vraiment, je pense que c'est ça. Plus de simplicité.
Puis revenir à des choses simples, des sprints, des Donc, choses. peut-être parle-nous pour toi, c'est quoi les bases de la prépa, comme tu dis, revenir vers des choses plus simples, juste faire ce qui marche sans tous les petits trucs à côté, à gauche, à droite. Donc, les bases de la prépa rugby, pour toi, c'est quoi? Eh ben, en fait, je suis revenu à des trucs très faciles, genre augmenter la force dans divers patterns et sans aller dans des trucs très compliqués, en fait. Juste rendre des individus plus forts, rendre des individus plus rapides et au final, sans rentrer dans des choses très, très, très complexes, quoi. Au départ, tu veux le faire en mettant des techniques très, très évoluées. Mhm. Euh, et puis maintenant, je le fais avec des choses plus simples, mais je pense plus précises. Donc en coachant mieux les sprints, en coachant mieux ma force, en coachant mieux ma puissance avec je pense que c'est de transmettre des meilleures intentions et du coup des choses qui sortent mieux plutôt que de noyer dans un marasme de techniques complexes. Je sais pas si je suis clair, mais Ah c'est ouais, vraiment, ouais, c'est revenir à des choses beaucoup plus faciles et qui se présentent aussi sur l'athlète. Ouais, une des différences, c'est ça. C'est avant, je pense que mes programmes, quand je donnais aux athlètes les cahiers d'entraînement, c'était compliqué à lire. Et j'essaye, je suis pas sûr d'y arriver tout le temps, mais que ça soit plus simple et qu'ils se l'approprient beaucoup plus. Mhm. Si on les prend une par une, ces qualités physiques que tu as mentionnées, que tu aimes développer avec tes joueurs, avec tes athlètes, par exemple pour le sprint, quel est pour toi le b.a.-ba du sprint, la base? Comment est-ce que tu l'envisages? Comment est-ce que tu le programmes? Comment est-ce que tu le coaches? Qu'est-ce que tu recherches de tes athlètes? Ouais. Si je te prends, tu me demandais ce que j'avais changé. Je pense qu'au Mhm. début, je pense que j'ai fait une erreur que beaucoup de personnes font, je pense, au départ. C'est qu'en fait, tu vas entraîner de la vitesse, mais sans faire de vitesse. Et, si tu veux, on te dit faut faire accélérer un athlète. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une séance avec des squats, de la plio, mais tu n'as même pas fait courir le mec. Mhm. Et je pense on a eu on est pas mal de prépa, on a fait ces erreurs-là au départ. Et du coup, maintenant, on va remettre des choses simples, juste construire une foulée propre. Tu vois, je mets beaucoup l'accent sur l'accélération, sur la poussée au sol, Mhm. des choses simples, parce qu'on n'a pas les. Déjà, moi, je suis pas entraîneur de sprint. Euh, je pense que la vitesse au rugby, elle est particulière et que, si tu veux, j'ai pas le temps de tout faire, mais je pense que l'accélération, la première zone de vitesse accélération, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle couvre la plupart des situations qu'on va avoir dans notre sport Mhm. et elle est déterminée vraiment par cette force de poussée au sol en fait. Et, euh, et en plus, je pense qu'il y a plus de transfert elle s'utilise même quand tu as un objet accroché à toi, quand tu as un partenaire ou un adversaire accroché à toi. Mhm. Et donc des choses voilà, très simples, travailler la poussée avec la résistance, les sleds, avoir une bonne inclinaison, essayer d'avoir une inclinaison correcte, des alignements corrects, que les mecs soient capables d'activer, de ressentir un petit peu en utilisant des wall drills, quelques gammes, mais des choses très simples qu'on Mhm. répète et qu'on essaye de rendre un petit peu mieux faites. Alors qu'au départ, j'en mettais beaucoup, mais on maîtrisait pas grand-chose, je pense. Et désolé pour les athlètes que j'ai eu au début. Et maintenant, je pense que j'en ai moins. Il y a moins de diversité, peut-être moins de diversité, mais c'est mieux maîtrisé. Si tu parles de quantité de sprints, ça s'organise comment sur une semaine? Tu peux peut-être comparer une semaine en pré-saison et ensuite une semaine en saison quand vous avez des matchs. Comment est-ce que tu organises ça sur une semaine? Le Ouais. sprint en particulier, donc. Euh, j- En hors saison, j'essaie d'avoir deux sollicitations par semaine, deux séquences d'entraînement vraiment consacrées à ça. Mhm. Et en saison, j'en maintiens une par semaine. Alors après, si tu travailles avec un club, tu as toujours des aléas, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une vraie séquence par semaine où on prend vraiment du temps pour faire ça. Et hors saison, deux. Mhm. Et en dissociant un petit peu, souvent, il y a toujours une séance d'accélération pure. Donc, peu importe le poste. Et après, j'ai une séance un peu plus spécifique qui va tourner, en fait. Ça, c'est hors saison. Et en saison, j'ai un cycle qui tourne. Donc, grossièrement, je vais faire accélération, changement de direction et un peu de robust running dedans. Et derrière, on va mettre une vitesse longue spécifique à l'intérieur. Pour moi, c'est un petit peu groupé. Et puis hop, Mhm. ça tourne. Puis on revient. Ça, c'est vraiment sur la partie spécifique. Après, il y a
il y a le travail intégré qui est important, quoi. Hmm. Vous faites On aussi va de pas la, retrouver ce travail de vitesse. pardon, en pré-saison, vous faites aussi un petit peu de travail de VMAX, que ce soit des 10, 15, 20 lancers, des choses comme ça? Alors, ouais, j'essaie d'en incorporer, mais c'est pas ma base de travail réellement. Hmm. Quand je dis, je suis plutôt axé sur l'accélération, parce que je pense qu'on va aussi toujours vers ce qu'on maîtrise le plus. Et je suis pas sûr de maîtriser totalement les top speed. Donc j'ai utilisé les 10-10, tu sais, où tu chronomètres, où le rêve c'est de descendre en dessous d'une seconde sur sur le deuxième 10. Non, Ouais. mais c'est pas la base que j'utilise, non. Ensuite, Plus donc, d'accélération. si on passe du sprint à tout ce qui est explosivité, puissance, comment est-ce que tu organises ce travail-là, que ce soit sur le terrain, sur une piste, en salle de force, comment est-ce que tu organises cet entraînement-là? En fait, je vais le dissocier la plupart du temps en deux parties. Euh, pour moi, le travail de force, il est indissociable du travail de puissance. Donc, il y aura une séquence force tout le temps dans la semaine sur différents patterns et après une séquence, on va dire, puissance une fois dans la semaine et qu'elle va être un peu plus spécifique à la position où tu vas jouer, Hmm. où on va avoir, et où ça peut être aussi spécifique à ton profil, où on va avoir ou quelque chose de plus orienté force, force vitesse ou quelque chose de plus orienté vitesse force. Et donc ça va être vraiment ça, une séquence force et après une séquence puissance un peu plus spécifique en fonction du profil ou du poste. Et ça va dépendre de la division où tu joues, si tu as pu profiler les mecs, si tu n'as pas pu profiler. Ça serait mentir de dire que c'est tout le temps pareil parce que selon le cadre, tu peux pas faire tout le temps les mêmes tests, t'as pas ce qu'il faut. Hmm. Ou les coachs, ça les intéresse pas non plus et ils te laissent. Enfin, voilà, c'est pas une priorité. Donc voilà, ça évolue tout le temps. Est-ce que tu inclus aussi du travail de saut, plio, ce genre de choses avec tes gars? Ouais, en permanence, c'est une qualité que j'essaie toujours de garder des gars athlétiques. Enfin, mon but, c'est de garder des mecs le plus athlétiques possible. J'entraîne pas de powerlifter, hein, donc c'est pas pour moi dans la séquence de force. Je vais avoir, je vais schématiser, je vais être vulgaire, mais je vais avoir tout ce qui va être pliométrie chargée. Donc ça peut être des squat jump, ça peut être des broad jump avec barre, Mhm. ça peut être des jumps avec halter, tout ça, et ou contre élastique. Et puis dans la séance plus orientée puissance, et toujours pareil en fonction du profil ou de la zone de vitesse que tu recherches, on va mettre différents types de pliés, mais qui vont être plus rapides. Mhm. Donc je vais changer un petit peu, je vais varier Et pour ensuite, coller à la zone qui m'intéresse. tu as parlé de développement de puissance. Est-ce que tu utilises les mouvements d'haltérophilie ou pas? Alors, très peu, très peu. Parce que je pense que ça demande une maîtrise technique qui demande trop de temps par rapport aux bénéfices que tu vas en retrouver, c'est mon Mhm. avis. Mhm. Surtout qu'on a des athlètes, nous, si tu vois le mouvement d'arraché, pour des joueurs de rugby pro qui prennent des têtes aux épaules, qui ont une musculature quand même un peu plus développée sur le haut du corps par rapport à des haltérophiles. Enfin, bon, voilà, ils ont une masse trapèze-épaule qui est plus importante, souvent une mobilité qui est pas super. Il y aurait trop de temps de travail pour être capable de placer un arraché complet. Mhm. Juste de placer la barre correctement au-dessus de la tête. Donc déjà, ça, je l'enlève. Et après, au niveau des épaulés, euh, je vais utiliser, mais souvent, départ avec un contre-mouvement pour être un petit peu plus spécifique au sport et pas forcément démarrer une barre à vide avec zéro vitesse. Je vais peu travailler du sol parce que ce passage des genoux il est un peu trop complexe. Je vais très très peu travailler la chute, voire jamais, Mhm. puisque pour moi j'y vois peu d'intérêt et les rares bénéfices que ça pourrait amener, je vais les avoir d'une autre manière, beaucoup plus simple. Je vais quasiment pas faire de push press zéro jeté. Je crois que j'ai jamais fait faire un jeté en santé à un athlète. Mhm. Pareil, pour les raisons coût-bénéfice. Mhm. Quand je dis coût, c'est le temps. Donc ouais, ça se limite à des variations d'épaulés,
des tirages d'épaulés, des choses comme ça, et avec une technique plus adaptée, vraiment modifiée. S'il y a un haltérophile qui regarde mes joueurs pratiquer de l'haltérophilie, ça va pas lui plaire. Et pourtant, je pense que ça colle plus à ce qu'ils ont besoin qu'un mouvement réel d'haltéro. Tu peux Je me parler un petit peu de déconstruis un petit peu. ces... Ouais, donc tu peux parler un petit peu peut-être de ces petites modifications que tu fais sur ces mouvements spécifiques, que ce soit même par exemple, tu as dit euh, un tirage d'épaulé juste avec un contre-mouvement ou en partant des blocs, quelque chose comme au-dessus du genou, quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu vas instruire tes joueurs par rapport à si tu étais en présence d'haltérophiles ou si tu essayais vraiment d'enseigner quelqu'un la technique pour l'haltérophilie? Ce qu'il faut, je repars toujours du principe que l'idée, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi l'intérêt de l'outil, en fait? Hmm. Et l'intérêt de l'haltéro, c'est que ça me permet de générer de la vitesse contre des résistances élevées, donc de la puissance, sur de la triple extension. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, puisque c'est un mouvement qu'on va retrouver relativement fréquemment dans les activités sportives dès qu'elles sont courues, en fait. Courues, sautées. Euh, mais en fait, du coup, cette triple extension, j'ai pas besoin, je peux enlever plein de choses et la retrouver. Au final, si je fais un départ genou, je vais retrouver de la triple extension et j'ai pas besoin de m'embêter à passer le sol, Hmm. à partir du sol, pardon. Hmm. Et du coup, à avoir ce passage de genou qui est vraiment complexe, où souvent on ralentit, où il y a une notion de tempo qui rentre. Ça, c'est trop long à coacher, je pense, pour des joueurs de rugby. Euh, et du coup, voilà, j'ai décidé de réduire. Je travaille quasiment exclusivement que à partir des genoux. Euh, et après, il y a cette idée, si tu veux, pour moi, que le sport qu'on pratique, il y a très peu d'action sans préaction. C'est très rare que tu aies une action de la hanche, l'extension de hanche, sans préaction, sans pré-stretch en fait. Hmm. Si tu vas jumper, si un joueur il va jumper, il va partir en arrière, il va tirer ses hanches en arrière, il va pré-tirer ses ischios avant de sauter. Même s'il part en sprint, au final, on part pas de bloc, donc Hmm. on n'a pas qu'une poussée excentrique, on a toujours une préaction excentrique, un pré-stretch excentrique avant. Et du coup, j'aime bien coller un petit peu à cette spécificité parce que je pense qu'elle est importante d'être capable de stocker de l'énergie dans la phase excentrique et de la restituer dans la phase concentrique. Et pour ça, j'utilise quasiment 9 fois sur 10. On va rester sur la Pareto. 80% du temps, j'utilise des contre-mouvements. Donc, tout ce que je fais dès que c'est une variable, enfin, dès que c'est de l'haltérophilie, quoi. Pour des joueurs de rugby, en tout cas. Pour le développement de la force, qui est donc une qualité qui est quand même assez générale, est-ce que comment dire ça? Est-ce que tu cadres beaucoup les joueurs sur le choix d'exercice ou est-ce que tu laisses pas mal de responsabilités aux différents joueurs selon peut-être leurs préférences, leurs expériences aussi, leur mobilité individuelle sur ce qu'ils décident de choisir, par exemple sur un pattern de squat, ils veulent faire un back squat, un front squat, un leg press, un split squat, à quel point tu laisses un petit peu de choix aux joueurs là-dessus? Euh, je vais être assez directif sur ça parce que pour moi, ça change pas mal de choses. Tu vois, je pense que si tu fais un front squat ou un box squat barre basse, c'est Mhm. pas le même mouvement. Il va pas Mhm. se passer les mêmes choses, même si ça reste un pattern de squat. Mais un pattern de squat, il peut être fait énormément, on va dire, autour de la chaîne antérieure ou il peut être fait énormément autour de la chaîne postérieure en fonction de ta bascule tu peux le voir juste avec ton inclinaison de buste en fait quoi. Plus tu vas avoir un mouvement avec un buste incliné, plus tu es sur une chaîne poste et du coup si tu diriges pas, t'as pas ce que tu veux et du coup ça m'embête un petit peu. Donc sur ça je vais vraiment cadrer. Euh, Après je vais amener des variantes en fonction des restrictions de mobilité des athlètes, ça c'est sûr. Mais on fait aussi un sport où malheureusement je trouve que c'est pas une généralité, mais en tout cas la génération avec laquelle j'ai travaillé, ça tend à changer. Elle n'a pas été super éduquée elle n'a pas été super athlétisée, on va dire. Mhm. C'est-à-dire c'est pas des athlètes qui bougent très très bien. Donc il faut fermer un petit peu il faut réduire un peu ces degrés de liberté pour réussir à avoir un mouvement maîtrisé. Donc non, je vais vraiment, non, je resserre et tout le monde fait quasiment la même chose, en tout cas par groupe. Et non, je laisse peu de choix là-dessus. Ça arrive,
en semaine off où là, je vais mettre des options, Mhm. mais, mais c'est rare. C'est pas une... En termes de travail, de tout ce qui est gainage, renforcement de la sangle abdominale, comment est-ce que tu l'approches? Est-ce que tu prends une approche un petit peu, si on veut, sagittale, donc devant, ensuite peut-être bas du dos, lombaire, etc., latéraux, rotation? Comment est-ce que tu organises le travail autour de la sangle abdominale de manière générale? Je travaille sur trois axes plutôt d'anti-mouvement, enfin, Mhm. quasiment que d'anti-mouvement, donc antéro-poste, latéral et anti-rotation, auquel j'ajoute pour mes joueurs du 5 de devant des résistances à la compression. Parce que Dan John, il appelle ça Anaconda Strength, là, c'est cette capacité à maintenir un rachis compressé contre des forces fortes. C'est ce Mhm. que les mecs, ils développent, tu sais, quand ils ont des squats monstrueux, là, ils sont capables d'encaisser avec leur rachis. Et du coup, ça fait quatre axes, quatre modalités de travail, quatre axes de travail. Et, euh, et que je vais répartir sur ma semaine. Euh, et ces quatre axes de travail, en fait, je vais leur appliquer un ratio. Donc, généralement, je mets pour les jours de rugby un peu plus deux fois plus d'anti-rotation que d'anti-flexion antéro-poste et latérale. Mhm. Euh, parce que l'antéro-postérieur, ils en ont déjà beaucoup de par juste le renforcement du travail en force. Mhm. Et le latéral, c'est un poil moins, je pense, important pour eux. Et puis après, ces quatre mouvements, je vais leur appliquer quatre modalités de travail. Donc là, une modalité stabilisation. Là, le but, ça va être vraiment d'apprendre à garder son rachis en position neutre selon les trois axes d'anti-mouvement. Mhm. Puis après, une notion un petit peu de renforcement, un étage force, où là, on va renforcer vraiment l'anti-mouvement sur les trois axes. Et après, une notion un petit peu plus KO puissance. Là, le but, ça va être de coller un peu plus aux exigences du terrain avec, toujours pareil sur les trois axes, mais une notion un peu plus, on va dire, d'objectif, où on va se mettre un focus sur un point extérieur, en fait, pour plus être Mhm. centré sur ce qu'on fait, mais sur un résultat. Et si on peut, en plus, avec une condition aléatoire. Et ça, je pense que là, du coup, on se rapproche vachement du terrain quand on fait ça et qu'on a des bons transferts. Dernière question sur tes bases de la prépa rugby. Quand on parle de préparation au contact, donc les zones un petit peu sensibles, nuque, épaule, cheville, ischio pour les rugbyman, comment est-ce que tu approches ces différents éléments-là? Est-ce que tu as des exercices dédiés que tu aimes bien inclure pour essayer de prévenir les blessures? C'est un grand mot, mais essayer de faire en sorte qu'ils soient robustes et qu'ils puissent en tout cas s'en tirer sans trop de casse après les gros entraînements et les matchs. Alors, je vais te répondre dans l'ordre. Du coup, sur les ischios, hors saison, j'ai un énorme volume de travail. Euh, je- Vraiment beaucoup. Des fois, à la limite, mais je pense que c'est vraiment important. Pour Souvent, illustrer, ça représente quoi comme volume de travail sur une semaine? ça va faire. Tu peux avoir. Je vais vous dire comment moi je le répartis. Je vais Mhm, avoir 4 à 5 séries euh, ischio sur la flexion extension de hanche, puis après 4 à 5 séries sur la flexion extension de genou. mhm, Et ça, on va le retrouver presque 2 fois semaine. mhm. Et Chacun dont donc. ouais, deux. Ouais. Et dans chaque séance, tu vas te coupler les deux. Et j'ai même des séances où on fait presque 10 séries sur flexion extension de hanche et derrière 5 séries sur la flexion extension de genou. Ça, c'est les volumes max. J'arrive pas, je prends pas ça comme ça, mais ça peut aller jusque là. Ouais, ouais. Et avec beaucoup de travail. Pareil, j'ai pas mal suivi les travaux de JB Morin et du coup, c'est pas mal intéressé à la force excentrique et avec une grosse dose d'excentrique, enfin pas souvent, sur la dernière séance de la semaine, qu'on fait sur le terrain directement avec du Nordic Curl entre joueurs, quoi, et Mhm. avec où là, pareil, on a un volume qui va venir monter au fur et à mesure de l'avancée de la pré-saison. Et bah, ça fonctionne plutôt bien. Après, en saison, je maintiens pareil un gros volume, je pense un gros volume sur la chaîne postérieure et beaucoup d'activation fessier pour éviter un peu les pépins. Ça, c'est sur les ischios. Après, sur les cervicales,
L'entraînement, du coup, c'est assez important pour moi. Enfin, c'est très important pour moi. J'oblige les joueurs à faire une préhab minimum par semaine. Euh, Au moins, on consacre au moins une séance de préhab par semaine exclusivement à l'entraînement des cervicales. Et là, ça fonctionne un petit peu pareil que pour le corps. C'est selon les, les axes de rotation du cou. Et pareil, principalement en anti-mouvement. Et, euh, et puis après, sur les épaules, pas de travail spécifique au-delà du côté armure, un petit peu Mhm. style bodybuilding, mais rien de plus précis que ça sur les épaules. Pour repasser sur ton expérience de manière générale dans la prépa, tu as pu travailler avec combien de clubs depuis tes débuts? J'en ai fait que deux. Je suis resté 8 saisons au club de Provence Rugby et puis là, c'est ma deuxième saison au Racing Club Narbonne. Est-ce que tu as vu des grandes différences en termes de culture rugbystique, culture de performance entre ces deux clubs? Euh, c'est- pour moi, c'est pas le club, ça va plus être en fonction du manager. C'est le gars qui est un peu à la tête, enfin, en fonction du staff, quoi. C'est vraiment en fonction du staff que ça va varier. Chacun a chaque staff a ses préférences. Tu vois, c'est comme les préparateurs physiques. T'en as qui sont vachement axés sur le développement athlétique, d'autres un peu moins. Il y en a qui aiment quand c'est totalement dissocié, d'autres quand c'est totalement intégré, d'autres qui aiment mixer. C'est vraiment en fonction. Et si tu devais comparer les deux clubs, pas de manière négative en pointant du doigt ou quoi que ce soit, mais vraiment les différences principales en termes de la façon de faire les choses entre ces deux clubs-là, tu pointerais vers quoi? Ça va être la plus grosse différence, ça va être le budget. Euh, Réellement, parce que tu fais pas la même chose quand tu es deux que quand tu es un staff de quatre. Je parle Mhm. uniquement en préparation. En tant que préparateur physique, t'as pas les mêmes outils d'évaluation, t'as pas, ça change. C'est là où ça change. Après, il n'y a pas foncièrement de différence dans le travail. Euh, mais c'est ça qui change, quoi. Tu passes, comme tu as des outils comme les suivi GPS, que tu as des Gymaware, que tu as t'as des plateformes de saut, c'est pas la même chose quand tu reviens après avec ton chrono et, et on peut faire du super boulot aussi, hein, Mhm. il n'y a pas de souci là-dessus, mais la différence, elle est là, elle est vraiment là, elle est en termes de structure. En termes de structure, tu peux pas demander la même chose à des joueurs qui ont à leur dispo 3 kinés derrière pour pouvoir tous passer aux soins, Mhm. qui ont accès à différentes choses qui ont 4 game ready pour pouvoir tourner dessus. Tu peux pas leur demander la même chose quand les gars ils ont un kiné et qu'il y a un game ready qu'il faut se prêter, c'est pas possible. Donc tu dois t'adapter aussi en fonction du contexte. Là, tu as dit, vous êtes combien, juste les prépas à l'heure actuelle? Deux, Vous êtes deux. deux. Donc, tu Ouais, es revenu dans un cadre où il y a, avec un petit peu moins de moyens qu'avant, c'est ça? ouais. Ouais, une Et, division en dessous, donc du coup, mhm. Et quels ajustements, toi, tu as dû faire justement par rapport à peut-être ces outils auxquels tu avais accès auparavant dans la structure précédente et auxquels tu n'as plus accès maintenant? Comment est-ce que tu essayes, avec les moyens du bord, hein, toujours, de faire le mieux que tu peux pour tes joueurs en sachant que voilà, tu n'as peut-être pas tous les jouets que tu voudrais avoir? là où pour moi l'outil technologique il prend tout son sens, c'est quand il amène de la motivation en priorité. Et, ce qui est génial avec un Kaiser Squat par exemple ou avec un fonctionnal, c'est que tu peux mettre des exos en place qui peuvent être challengeants et ça te note un score instantanément et tu peux créer de l'émulation autour de ça. Mhm. Avec les Gymaware, c'est la même chose. Euh, Garder la même charge et essayer d'améliorer la vitesse, c'est fun quand tu as un retour sur la vitesse. Quand tu n'as pas de retour sur la vitesse, c'est plus compliqué à faire comprendre à l'athlète qu'il est en train de progresser. Et du Mhm. coup, par exemple, ce genre de travail de, de vitesse-force, il est plus compliqué à mettre en place quand t'as pas d'outils technologiques en salle. Parce que l'athlète, il perd sa motivation parce qu'il voit pas la différence. Il voit pas s'il a bougé la barre à 0,8 ou s'il a bougé la barre à 1,2 mètres secondes, par exemple. Mhm. Et donc, il faut trouver des astuces pour travailler là-dessus et tes contenus ils changent pour pouvoir essayer
amener de la mesure qui va challenger en fait. C'est vraiment ça qui est important en priorité pour moi et c'est vraiment ça la différence. Après, il y a des astuces qui fonctionnent bien. Il suffit de prendre un chrono et par exemple, sur un bench press, si on va faire du développé couché explosif, on peut chronométrer le nombre les répétitions en temps et voir si ça s'améliore. Alors, c'est Mhm. jamais aussi précis qu'un gym hour, mais ça te donne un retour. Tu peux prendre les distances sur tes broad jumps enchaînés. Il y a des choses à faire. Mais quand tu n'as pas de cellules, c'est pareil, ton temps au sprint, il est moins précis. Tu as toujours cette heure de chronométrage qui met un petit peu en doute ton travail. Mhm. Et voilà, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut trouver des moyens de s'adapter pour garder la motivation en challengeant les joueurs. Et ça, c'est plus facile avec les outils technologiques aujourd'hui. Et donc peut-être un conseil pratique pour les prépas qui n'auraient pas accès à toutes ces technologies-là, quelles seraient les métriques ou les points de données que tu leur conseillerais de regarder et d'essayer d'améliorer pour justement, comme tu as dit, un, essayer de garder un œil objectif sur ce que tu fais en tant que prépa et deux, garder les mecs motivés en cours de route. Sur tout ce qui va être développement de la force, c'est assez facile et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réfugie vachement là-dedans, puisque les Mhm. poids, la charge, elle ne ment pas. La charge, c'est facile à mesurer, l'évolution d'une charge, c'est simple. Là où c'est plus compliqué, c'est pour mesurer quand on mesure une puissance ou quand on veut mesurer une vitesse. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Après, le chronomètre, ça fonctionne bien tant que ça reste tant qu'on n'est pas dans des vitesses trop rapides. Donc, ouais, calculer le temps sur plusieurs reps, ça marche bien. Comme je disais, calculer le temps sur une série de 3 reps au développé couché avec élastique, par exemple, ça fonctionne. Mhm. On peut voir une évolution. Après, moi, j'aime beaucoup mesurer les distances de jump. Euh, Ça, c'est vraiment c'est important. Mesurer les distances de jump, mesurer les pas si on utilise des haies. Moi, je mesure tout le temps les pieds entre les haies, puis hop, j'augmente les pieds. Donc Mhm. c'est des trucs qui marchent bien. Euh, je le fais pas trop, mais ça peut fonctionner. Tu peux mesurer le temps de vol des medicine balls si tu fais des jetés verticaux ou les distances sur des jetés horizontaux. Mhm. Voilà, c'est des petites astuces qui te permettent, si ton gars il envoyait un medicine ball de 4 kilos à 10 mètres et il l'envoie à 13 mètres 6 semaines après, bah, c'est que tu as bien bossé, c'est que lui il a bien travaillé. Donc ça permet d'avoir voilà, ça permet d'avoir des données. Après, il existe des choses pour calculer à partir de ça, mais je- on peut extrapoler des watts en faisant des calculs biomécaniques, Mhm. mais pour moi, ça n'a même pas d'intérêt puisque on sait que ton gars il s'est amélioré et lui il sait, il le voit et c'est ça le but du jeu. Après, le reste, c'est pas pour nous. Pour moi, c'est moins intéressant, je trouve. En parlant de choses qui sont difficiles à quantifier, comment est-ce que tu t'assures que tes joueurs sont frais, sont bien reposés quand tu abordes une grosse journée de travail? Par exemple, tu sais que tu vas avoir peut-être des sprints, du renforcement lourd, etc. Comment est-ce que tu t'assures que tes mecs ils aient bien récupéré du jour ou des jours d'avant? Ça, c'est pareil, en fonction des endroits où tu es, c'est un peu plus complexe. Mais après, pour moi, il y a une chose qui change jamais, qui a pas beaucoup évolué, c'est que je travaille avec le questionnaire de wellness. Donc, Mhm. 5 items là sur savoir comment les joueurs se sentent. Donc, fatigue, sommeil, stress, douleur, membre sup, membre inf. Et surtout, ma priorité, c'est que je le fais, mais je le fais en leur demandant. Euh, C'est-à-dire, je passe pas par une appli, je l'ai eu fait. C'est Mhm. génial parce que ça centralise tout d'un coup, mais tu perds ce contact humain. Et en fait, c'est un peu l'œil du maquignon, quoi, le matin. Tu fais le tour de tes joueurs et en leur posant les questions, tu check. Et tu regardes comment ils te répondent, tu regardes le langage corporel, et c'est hyper important. Et 80% des décisions d'adaptation qu'on prend, elles viennent de ces questionnaires-là, de par la manière dont les gars répondent. Après, toujours, j'utilise le poids, parce que le poids de corps, ça dit beaucoup de choses. Ça te permet de mettre en corrélation beaucoup de choses. Ça, c'est pour l'adaptation, on va dire, directe, quotidienne du matin pour la séance qui va arriver. Mhm. Et après, on a une régulation grâce au score de RPE
qui nous permet d'avoir une régulation pour le J+1 et pour les semaines à venir aussi. On travaille un petit peu avec les ratios et les ratios de charge. Et du coup, voilà, on a deux échelles on utilise vraiment deux échelles. Une du matin qui est directe, qui est l'adaptation en fonction de la forme du jour, et une, on va dire, du soir, hein, qui, après ce qu'on a fait, on mesure ce qui a été fait, comment les joueurs l'ont ressenti, et de ça, on adapte la séance du lendemain et on va adapter les semaines Jusqu'à en quel fonction point du score. jusqu'à quel point tu vas modifier les entraînements du jour pour un joueur qui se montrerait vraiment pas en forme du tout, physiquement, de par son questionnaire, émotionnellement aussi peut-être, et tu le vois simplement quand tu lui parles. Jusqu'à quel point tu vas modifier ce jour-là, ces entraînements-là pour le joueur et comment, parce qu'il y a toujours cette, enfin pas avec tous les joueurs, mais j'imagine qu'il y a quand même une grande partie des joueurs qui préféreraient simplement pousser au travers de leur fatigue et continuer à s'entraîner dur, même s'ils ne se sentaient pas super le matin. Donc, comment est-ce que tu essayes d'amener ce message-là pour faire en sorte qu'on réduise le potentiel pour leur faire du mal vraiment. Et puis, et je reviens à ma question initiale, comment est-ce que tu ajustes les entraînements? Alors, ça, c'est pareil, en fait, ça dépend aussi de tes staffs, parce Mm. qu'il y a tu n'es pas responsable, tu peux pas décider de tout, et il y a des staffs qui décident de pas s'adapter. Alors, à mon sens, s'il n'y a pas d'adaptation, il faut pas mesurer. Euh, Ça sert à rien de prendre des scores le matin si c'est pour rien en faire. Moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est que par exemple, les semaines off, où je vais pas amener de variation, c'est sûr, je sais, le job, il va être fait, et tant pis dans l'état que ça, peu importe l'état dans lequel ils vont être, je prends pas de score de wellness le matin. Parce que je leur dis, je vais pas prendre un truc si c'est pour pas l'utiliser. Donc, les semaines off, je prends pas de score de wellness parce que, voilà, vous allez faire le boulot et puis peu importe. Et donc, ça va vraiment être fonction de ton staff. Ça va être fonction aussi si tu as d'autres outils à mettre en corrélation. Si tu mesures le grip, si tu mesures un CMJ, ça peut te donner des informations un peu plus neuro, tu vois, parce qu'il y a la psycho, mais tu peux avoir aussi est-ce que au niveau musculaire, le mec il réagit ou pas. Tu peux avoir des Mm. tests de souplesse aussi que tu peux mettre en corrélation. Donc tout ça va te donner un petit peu différentes orientations. Pour moi, j'ai 4 niveaux euh, qui ont été définis avec le staff médical et avec les entraîneurs. Niveau 1, c'est on parle de rien et on adapte dans la séance de prépa. C'est-à-dire qu'il va y avoir là, au lieu d'avoir une série au plateau sur mon exercice principal, on va le faire sous forme de top 7. Ouais, je fais n'importe quoi, 4 x 5 Mm. à 80%, je dis vraiment n'importe quoi. Et ben, je vais faire première série à 60, deuxième série à 65, troisième série à 70, 75 pour aller chercher un top 7 à 80. Ça peut être une forme d'adaptation. On Mm. peut amener une régression sur un mouvement si c'est lié à une zone de douleur, par exemple. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Le deuxième niveau, ça va être de vraiment adapter la séance. Pour moi, ça, c'est juste une régulation. Vraiment adapter, ça va être enlever des blocs dans une séance, voire ça peut être changer complètement l'orientation ou supprimer la séance complètement. Ça, c'est possible parce que, à mon sens, c'est ce qui est sacralisé, c'est le rugby. Et c'est vraiment primordial. Mm. Je préfère qu'un athlète aille faire son sport plutôt qu'il fasse la prépa avec moi. Je pense que c'est plus important. Et du coup, troisième niveau, ça va être créer des adaptations dans la séance de rugby. Donc ça peut être supprimer des lifts pour en avant, ça peut être supprimer la mêlée, ça peut être pas de zone, pas de course avec intensité, voilà. Et le dernier, c'est supprimer totalement la journée d'entraînement, quoi. Et Ouais, ça arrive aussi. ça arrive souvent de devoir complètement arrêter un joueur pour une journée complète? Ouais, pour des maladies. Hmm. Ouais, ouais, un mec. Moi, je pars du principe que les gars, ils ont une réserve d'énergie et que quand cette réserve d'énergie, elle peut pas grossir. Et quand elle est utilisée pour combattre quelque chose intrinsèquement, tu peux pas l'utiliser pour te développer. Donc, ça sert à rien d'aller amener un stress qui va baisser cette réserve d'énergie pour l'utiliser parce que ça marchera pas. Mhm. Donc, des fois, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, quand les mecs sont malades, ouais, ouais, non, ça arrive. C'est pas, pour moi, c'est pas gênant. Et
Dans les joueurs, en termes de quand toi tu amènes ces différentes modifications selon les niveaux, est-ce que tu as déjà eu affaire à de la résistance de la part des joueurs? en permanence. Comment tu t'adaptes à ça? Alors déjà, c'est des décisions qui sont prises, c'est pas moi, je n'arrive pas le matin, c'est comme ça. C'est des décisions qu'on essaie de prendre de manière la plus collégiale possible. Donc c'est staff prépa, staff médical et entraîneur. Parce qu'il y a il y a toujours quelqu'un qui a une idée pour amener une adaptation et pour permettre quelque chose de mieux, on va dire. Ça peut être juste regarder l'entraînement ou participer à l'analyse vidéo avec l'analyste. Si tu as de la fièvre, peut-être que tu peux quand même rester au club et bosser un peu avec l'analyse vidéo, décortiquer quelques séquences, puis faire 5 minutes de présentation à la vidéo du jour pour que voilà, tu as participé à l'entraînement. Donc, c'est qu'il faut que ça soit fait de manière collégiale et bah, du coup, tout le monde essaie d'argumenter un peu pour que le joueur il suive nos prescriptions. Mais après, quand les gars ils sont malades, c'est non. Puis les gars ils voient bien que c'est pas possible. Quoi. Après, Donc, ça suit. en termes de méthode ou de protocole de récupération, qu'est-ce que tu conseilles en général à tes joueurs? Et est-ce que tu fais une différence entre en saison et hors saison sur les modalités de récupération que tu vas utiliser, style bain de glace et ce genre de choses? Alors moi, je suis assez old school là-dessus. Pour moi, la priorité, c'est qu'ils dorment bien, parce que je pense que c'est vraiment le truc numéro un. Après une nutrition correcte. Et le reste, pour moi, du détail. Et vraiment du détail. Et dans ces détails-là, j'aime bien que le gars, il croit en ce qu'il fait. Et du coup, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, du moins qu'ils pensent que ça leur fait du bien, tant que c'est pas stupide et que ça peut pas leur mettre ça peut pas leur nuire, que ce soit du chaud, du froid, peu importe. Euh, mais je vais même te dire, moi, je suis plus pour qu'ils n'utilisent pas de protocole de récupération, en tout cas hors saison, Mhm. pour forcer l'adaptation. Mhm. Euh, et en saison, je pense que si ta semaine, tes charges, elles sont bien construites, moi, je pense pas qu'il y en ait forcément énormément besoin. Et Euh, est-ce qu'il y a certaines choses que tu recommanderais peut-être après des gros matchs, plus qu'après des de séances de dormir, prépa? De dormir, de ouais. dormir, Ouais. de bien manger, d'avoir un état d'esprit positif. Je pense que c'est vraiment primordial. C'est la première chose. Et de pas rester inactif. Voilà, si dans les conseils que je leur donne, c'est le dimanche chill devant Netflix, pour moi, c'est la pire des choses à faire. J'adore. Ouais, en fait, s'il y a un truc que si je peux conseiller, c'est aller à la mer Mhm. ou aller au lac ou aller dans l'eau vivante et froide si possible et aller vous immerger un coup là, ça fait du bien et c'est plus mental qu'autre chose quoi. Euh, Après il y a tout le travail de Wim Hof qui est génial et que j'ai pas mal parcouru mais même sans aller jusque là, ça fait juste du bien et quand t'es bien, tu récupères mieux et t'as bougé en plus. Pour aller à la mer, tu bouges, tu vas, tu promènes. Euh, Si tu peux marcher dans l'eau, c'est génial parce que ça va faire massage en même temps, tu vois, c'est top. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des choses très très complexes, Mhm. mais vraiment les choses simples. Dormir, bien manger, euh, c'est le reste, détail, pour moi. Pour revenir un petit peu sur l'aspect de la prépa qu'on n'a pas touché, pour tout ce qui est du travail cardio, endurance, conditioning, comment est-ce que tu organises ça sur la semaine? Est-ce que tu utilises beaucoup de séances dédiées, beaucoup de séances intégrées avec un ballon, peut-être de concert avec les coachs? Comment est-ce que tu structures ça? Alors, si tu- je te fais encore la même réponse, ça va dépendre à chaque fois de ton staff et de la vision des choses, quoi. Prenons Euh, l'exemple du staff que tu as actuellement ou avec lequel ouais. tu travailles actuellement, par exemple. Alors aujourd'hui, comme pas mal, je pense, d'équipes, on utilise énormément de travail intégré. Il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent du travail de la périodisation tactique, donc avec des journées plus ou moins à thème, et Mhm. où on essaie de coller un peu tout, tout à la même journée au thème. Donc ça, en saison, voilà, c'est réparti
majoritairement en rugby, sauf pour les joueurs hors groupe. Hors saison, ça va être toujours à thème, mais je vais amener, cette année en tout cas, on amène un peu de dissocié. Pour plusieurs raisons, j'ai pas de boîtier GPS cette année. Donc, tout ton travail intégré, tu n'as pas moyen t'as pas moyen de le vérifier, de le contrôler, tu n'as pas de vue sur la charge. Tu peux un peu calculer des trucs, mais c'est pas ultra précis. Alors que les situations que toi tu crées, tu sais exactement le nombre de mètres parcourus, tu connais les vitesses. Donc, tu as un vrai contrôle sur la charge. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect aussi un peu psychologique. Mhm. Le compte game, c'est génial. Je pense que c'est la meilleure option 80% du temps, mais je pense que des fois, le travail dissocié, c'est aussi important. C'est capable de serrer un petit peu la vis, c'est de passer un peu au-delà de. T'as pas de réflexion, donc c'est juste franchir des paliers psychologiques. Et pour ça, c'est vraiment important. Et puis, si tu travailles dans un club où tu n'as pas de boîtier, où tu n'es pas équipé de GPS, bah, ça te permet un peu de contrôler tes charges, ça te permet de valider ton travail aussi. Donc, ça me paraît aussi important. Soit pareil, on ne peut pas travailler en top 14 comme on travaille en national si tu n'es pas à l'aise, si tu n'as pas le même staff, si tu n'as pas. Il faut être capable de t'adapter, tu ne peux pas tout copier parce que sinon, tu ne peux pas mesurer tes progrès, quoi. Et si Mhm. tu ne mesures pas où sont tes athlètes, tu ne peux pas programmer correctement parce que tu ne sais pas ce qu'il leur manque. Donc, voilà un petit peu la philosophie sur le travail. Euh, Après, trois types d'efforts. Effort long, j'appelle intervalle long, intervalle court, et après ça va être ou spécifique, donc c'est plutôt répétition de sprint ou répétition de tâches combat, tout ça, et en Mhm. fonction des postes à l'intérieur, on met de la différence, sachant que nos avants on répète beaucoup plus de situations de combat que de situations de déplacement, et inversement pour les trois quarts c'est un peu plus équilibré. Mhm. Donc on crée quelque chose autour de ça. Et, et voilà la base un petit peu de comment fonctionne ça. C'est pareil, là, revenu à des choses très simples sur ça, qui Étant, marchent bien, je crois. étant donné que vous êtes deux avec l'autre prépa physique, jusqu'à quel point vous poussez l'individualisation des séances ou du contenu pour les différents joueurs selon leurs besoins, etc. Ça fait partie des évolutions que j'ai eues, qu'on en parlait tout à l'heure. Je suis, je suis allé jusqu'à très très loin, puisqu'il y a eu une saison où je faisais que le développement athlétique, ma dernière saison à Provence Rugby. Donc je sortais pas de la salle. Mon job c'était force, puissance, vitesse. Et donc, j'avais énormément de temps à y consacrer. Donc là, c'était vraiment poussé à un haut niveau. Euh, Là, c'est beaucoup moins individualisé, mais à mon sens, c'est pas non plus un gros problème parce que le défaut de l'hyper-individualisation, c'est quand tu te retrouves, vu qu'on travaille dans le rugby, on travaille très souvent par ligne, donc tu fais un groupe d'avant, un groupe de trois quarts en gros, Mhm. la plupart du temps. Et tu as 20 gars, et quand dans tes 20 gars, tu as 5 ou 6 groupes différents, eh ben, c'est génial du point de vue contenu, mais au niveau de l'animation de la séance, ça perd énormément en fait. Et ce que tu gagnes en précision, tu le perds en enthousiasme. Et du coup, euh, sur des séances importantes comme des séances de force où on va chercher des barres élevées, où il y a un peu de challenge, ou des séances de puissance où il faut mettre de l'intention, eh ben, je pense que tu perds en qualité. Au final, tu perds en qualité de travail. C'est bizarre de dire ça, mais de trop individualiser, de trop séparer, fait que les mecs bossent Mhm. pas ensemble. Et nous, on fait quand même un sport co. Et du coup, des fois, de se réunir et de bosser tous ensemble, ben ça a du bon. Et je racontais que des fois, tu as des groupes, tu as fait un truc hyper précis, puis tu te retournes, et en fait, les mecs, ils se sont remis sur le même atelier ensemble parce qu'ils se challenge, quoi. Mhm. Et là, tu te dis, ah ouais, bah, au final, c'est toujours pareil, c'est bénéfice-coût. Et, et pour moi, le challenge, il est important. Donc maintenant, voilà, on est plus que deux, euh, moins d'individualisation. On individualise des choses primordiales, tu vois, un groupe développement, ça c'est une base. Mhm. Euh, un groupe vétéran, euh, on va y avoir vraiment des différences.
Et après, ça va être des variations d'exercices en fonction des tests. Nous, on travaille avec le GMC. C'est enfin, c'est un testing de base qui va te donner un peu faiblesse-résistance au niveau du corps entier. Mhm. Donc, à partir de ce test-là, on individualise un peu les contenus. Les contenus vont être individualisés à partir des tests. Mais je sais qu'il y a des blocs communs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'il y ait ce challenge, pour qu'il y ait cette émulation en salle. Euh, il y a une anecdote souvent qui me revient, c'est j'avais vu au tout début que je bossais, j'avais vu un séminaire à Lissandro, j'écris mal son nom, je crois, Aranena Mhm. canadien, bref, désolé. Et, euh, et j'avais posé une question parce que lui, il bosse qu'avec il fait beaucoup de one-one et vraiment, il a peu d'athlètes en même temps. J'avais dit, qu'est-ce que tu ferais je me souviens, c'était à Montpellier, je pose la question en plein séminaire, qu'est-ce que tu ferais si tu entraînais une équipe entière? Et parce que ces protocoles, voilà, sont hyper spécifiques, hyper Mhm. détaillés. Mhm. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais si tu as une équipe? Et il me regarde, il réfléchit, et il me dit, j'embauche un DJ. Et sur le coup, je me suis dit, donc j'avais 23 ans, ouais, 22, 23, je me suis dit, mais il est fou. Et en fait, 10 ans après, je me dis, mais non, c'est un génie. Parce que si tu es un mec qui est bon, qui met du bon son, qui me fait monter la sauce, ta séance, elle peut réussir, ça peut être juste le feu en 2 secondes et tu peux avoir des max explos, tu peux avoir des zones de puissance de ouf que tu n'aurais pas eu s'il n'y avait pas cette émulation. Et alors, c'est un peu poussé à l'extrême, mais je pense que des fois, on se coupe trop. Ce que je te disais au départ, tu m'as dit que tu m'as demandé ce que j'avais changé. Mais Mhm. voilà, je suis retourné vers ça, sur être un peu plus coach, être plus. Alors, sans être, je suis pas animateur, c'est c'est pas le club med, mais être plus coach et créer une bonne émulation dans la séance Mhm. pour avoir des meilleurs perfs, parce que je pense que c'est vraiment important et que ça marche bien. Romain, je voulais Et en plus, on le continuer. fait avec le plaisir, on le fait avec le sourire. Ouais, c'est ça, c'est que tu crées une ambiance qui fait que les mecs veulent revenir et veulent refaire la séance suivante. Et il y a cette culture que tu crées en fait autour du travail, mais qui est un travail que les mecs apprécient et qu'ils aiment faire, du fait qu'il y a une ambiance qui est autre que voilà, c'est silence dans la salle et on fait juste les reps et c'est tout, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Je voulais enchaîner avec toi avec quelques questions. Je t'invite à répondre avec des réponses les plus courtes possibles. Si tu devais choisir en premier lieu ton outil technologique préféré pour tout ce qui est coaching, prépa physique, Jim Hour. Gym Aware, lever préféré pour toi, personnellement? Le mien, Ouais. euh, le développé couché, je crois. La séance ou le type de séance que tu préfères coacher? Euh, et max force ou puissance max? Puissance force. Un sujet qui te fascine à l'heure actuelle en prépa physique? Euh, ben, je suis en train de lire le bouquin de Nick Wilkenman là, sur l'art du coaching et c'est assez ouf. Ok, tu peux en dire un peu plus sur le bouquin? Ben, il a synthétisé un peu ses travaux. Je crois qu'il faisait déjà ça quand il était chez Exos. Mhm. Il a travaillé sur la meilleure manière de coacher les joueurs. En gros, euh, c'est expliquer comment notre message peut être mieux perçu et Mhm. surtout comment les joueurs peuvent bien appliquer et mieux appliquer ce qu'on veut. Parce qu'on se rend compte que souvent, c'est comme si on écrivait dans une langue qu'ils sont pas capables de décoder la plupart du temps. Et du coup, on a beau écrire ce qu'on veut, ils reçoivent les messages, mais ils savent pas les lire. Et voilà, ça traite de tout ça, de trop, du surcoaching qu'on fait tous, qu'on a Mhm. tous fait. Tu es un athlète, et encore pire quand c'est un mec nouveau. Euh, tu veux lui montrer que tu sais plein de choses et il va prendre sa barre sur son squat. Tu vas lui donner 1 milliard de consignes, sauf qu'il peut pas en retenir plus d'une. Et du coup, il se concentre sur plus rien. Et voilà. Et il y avait Franz Bosch dans son bouquin qui donnait pas mal de tips aussi là-dessus avec même si ça rejoint les external cues et Mhm. je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là. Enfin, en tout cas pour nous, il y a plein de choses à prendre maintenant. Une chose que tu aimerais voir plus souvent en prépa physique rugby?
chose que j'aimerais voir plus souvent, je, je dirais du sprint. Bonne réponse. Un livre à lire. Coaching ou pas? Un livre à lire, bah, celui Winckelmann, j'ai pas fini, mais je pense que enfin, même là où j'en suis, c'est top. Mhm. Moi, j'ai adoré, j'ai plus le nom, mais le livre de Ben Bergeron, je le donne tout le temps. Ouais. Moi, je l'ai lu 3 fois et je trouve que sur le mindset, c'est juste ouf. Un coach à suivre. Comme ça, ouais, je dirais Louis Simmons. Un podcast à écouter, et ça peut pas être celui-là. Ah, un podcast à écouter. Qu'est-ce que j'aime bien? L'Atelier Fit, Ouais, j'aime beaucoup. avec Jean-Marie, je l'ai reçu Ouais. il y a quelques jours, donc il sera dispo normalement la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc à ne pas rater. Romain, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils souhaitent suivre ton travail? Sur Instagram et sur Facebook, tout simplement Romain Guérin ou Romain Guérin Pro. Super. Bah, écoute, j'inclurai les liens dans la description du podcast. Donc, allez suivre Romain sur Facebook, sur Instagram. Là où vous préférez, passez-lui un petit bonjour. Romain, merci encore d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi. Allez, ciao.